Donc, Jeanne Chantal, Oui. nous sommes heureux de t'accueillir ce soir au Cercle. Je voudrais dire à tous, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux dans la salle, que tu as été collaboratrice de ce Cercle pendant de très nombreuses années. Je dirais même que tu as été l'âme et le sourire de ce Cercle pendant de nombreuses années. Tu l'as quitté début 2017. Et depuis, il s'est passé, Raphaël y a fait allusion, des choses graves dans ta vie, que tu racontes dans ce livre que je présente ici, là, voilà, face caméra, comme on fait dans les bonnes émissions, de La nuit à l'amour, aux éditions Emmanuel, livre qui va servir de trame à notre entretien. D'abord, pour fixer les choses, raconte-nous ce qui s'est passé un jour de juin 2017, c'était il y a un peu plus d'un an, et quelques mois plus tard, en novembre 2017. Alors, tout d'abord, c'est moi qui suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et aussi très émue parce qu'il y a beaucoup de visages que je reconnais. Et donc là, franchement, je suis un peu émue de revenir ici parmi vous et très contente de vous revoir tous ensemble là. Alors, ce qui s'est passé en juin 2017, c'est une double rupture d'anévrisme, mais avant, je voudrais dire quelque chose concernant ce cercle-là. Moi, personnellement, je trouve que ce cercle est un peu fou. Pourquoi? Ça mérite une explication. Parce que vous vous lancez dans un cycle sur l'intelligence et vous invitez qui pour en parler? Moi, qui ai le parcours le plus modeste, quand même, dans toute la salle, hein. Moi, je ne suis pas dirigeante. Écoute, je ne suis qu'une employée. Tu nous permettras d'en juger peut-être à la fin de ton exposé. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, raconte-nous, s'il te plaît, ce qui s'est passé en juin 2017. Bon, en juin 2017, je fais une double rupture d'anévrisme. Donc, je suis opérée en urgence. Et là, j'avais une chance, une forte probabilité, je dirais même, d'en sortir ou de trépasser. Or, zéro séquelle. Je sors indemne, il n'y a pas de souci. Mais ce moment n'est pas anodin, car c'est là où mon âme, mon esprit ou ma conscience, je ne sais pas, décide de s'échapper pour aller faire ce que moi j'appelle un petit voyage spirituel. Alors, on y reviendra bien sûr sur ce petit voyage spirituel parce qu'il a totalement bouleversé ta vie, mais je poursuis sur l'épisode médical parce que malheureusement, il n'est pas terminé. Tu dois repasser sur le billard quelques mois plus tard. Tout à fait, parce que lors de la première intervention en juin 2017, il découvre que j'ai une malformation et donc il fallait reprogrammer une intervention pour emboliser, c'est le terme médical, l'anévrisme. Donc je repasse sur le billard en novembre et là, catastrophe. Une opération qui était censée durer 1 heure ou 2 heures dure 10 heures. Et là, je sors avec des lésions au cervelet. Or, le cervelet, c'est le centre de commande de la gestuelle, de la coordination et de l'équilibre. Et donc, je ne sais plus marcher, je ne sais plus parler, je ne sais plus tenir un équilibre, je ne sais plus rien faire. En fait, le pilote du côté gauche se barre et il emmène avec lui le pilotage automatique. Donc, il n'y a plus rien. Tous les circuits de commande sont définitivement rompus. Bon, elle dit ça en souriant, mais quand on l'a vu le lendemain de son opération, c'était effectivement beaucoup moins brillant et assez dur à supporter. Mais c'est bien justement qu'on ait réussi et qu'elle ait réussi à dominer tout ça. On y reviendra, ça fait partie justement des thèmes qu'on va aborder. Il faut ajouter un autre élément, Raphaël y a fait allusion, c'est pas pour tomber dans le pathos, hein, mais c'est pour fixer le contexte. Tout ceci se greffe sur un passé de maladie qui t'affecte depuis ta naissance. Oui, depuis ma naissance, je suis atteinte de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie des globules rouges. Les vôtres, c'est-à-dire ceux des personnes bien portantes, sont bien rondes et bien rouges car elles sont bien gorgées d'oxygène. Les miens
sont en forme de faucillère, et ce qui fait que ça bloque les artères et les veines, et donc ça donne des crises extrêmement douloureuses qui nécessitent obligatoirement une hospitalisation, puisqu'il faut injecter de la morphine, de l'oxygène, et il faut aussi de la perfusion. Et quand on ne peut être perfusé qu'à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. D'ailleurs, tu racontes dans ton livre, avec beaucoup d'humour, vous aurez le livre tout à l'heure, je vous rassure, que tu as passé quand même 6 ans de ta vie à l'hôpital, que tu as ingurgité l'équivalent d'un semi-remorque de médicaments, que tu as passé une dizaine de réveillons à l'hôpital Tenon, c'est ta seconde maison, à boire du champagne tiède dans des coupes en plastique avec le personnel soignant. Bref, maintenant que le décor est planté, on va en venir à notre thème de ce jour. Te voilà engagé depuis novembre dernier dans un long processus de rééducation, qui est toujours en cours d'ailleurs, dans un centre spécialisé. Et là, tu dois mobiliser un certain nombre d'intelligences pour t'en sortir. Avec Raphaël, on a réfléchi au sujet, on en a distingué 3, mais il y en a sans doute d'autres. L'intelligence corporelle, l'intelligence contextuelle ou la résilience, et enfin l'intelligence spirituelle. Commençons, si tu veux bien, par l'intelligence corporelle. Je ne savais pas qu'on appelait cela l'intelligence corporelle, mais vu le temps imparti, je vais en choisir 2. Donc, connaître son corps et ses faiblesses, et savoir se servir de sa respiration. Très bien. Alors, connaître parfaitement son corps et ses faiblesses, en quoi ça consiste? En fait, c'est le b.a.-ba. Lorsque j'étais petite, je ne le savais pas, je ne savais pas reconnaître les signes avant-coureurs de la maladie, mais petit à petit, je l'ai appris. Et en fait, dès que je sentais des fourmillements dans mes doigts, je prenais un simple antalgique et là, ça allait. Dès que les membres supérieurs ou les membres inférieurs commençaient à me faire un peu plus mal, là, je passais à la vitesse supérieure, à savoir la morphine et les packs chauds. Et lorsque je disais à ma soeur ou à mon mari de sortir le kit Tenon, ils savaient qu'il fallait partir à l'hôpital parce que là, c'est la poitrine qui me compressait ou que j'avais un manque d'oxygène. Et quand j'étais au travail, j'allais voir le docteur Bayeux, que je salue d'ailleurs, que j'allais voir. Et elle appelait les ambulances et elle m'envoyait à Tenon. Voilà. Tu m'as dit d'ailleurs un jour, ça rejoint ce que disait le premier orateur tout à l'heure, que tu es en permanence à l'écoute des moindres signaux de ton corps, comme un sportif de haut niveau. Tout à fait, parce que j'écoute tout ce qui se passe pour savoir si ça va ou pas. D'ailleurs, c'est ça qui m'a été salutaire, le fameux 5 juin, lorsque j'ai fait ma rupture d'anévrisme, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que la rupture a eu lieu le 5 juin, mais j'ai été opérée que 48 heures après, à savoir le 7 juin. Donc, le 5 juin, lorsque le médecin urgentiste concluait tout de suite à une crise drépanocytaire, moi j'ai dit non, parce que je ne reconnaissais aucun des signes de ma maladie, et c'est sur mon insistance que j'ai été transférée par la suite à Tenon, parce que j'avais une capacité à repousser la douleur, et c'est pour ça que je ne suis pas tombée dans le coma, et c'est grâce à cette connaissance de mon corps et de ses faiblesses et de ses limites que je suis en vie et je suis devant vous ce soir. Donc tu as sacrément bien fait d'écouter tous ces signes et d'apprendre surtout à les écouter tout au cours de ton existence depuis que tu es très petite. Le second point de cette intelligence corporelle, c'est la respiration, dis-tu. Oui, la respiration. Alors, raconte. En fait, comme on est en manque d'oxygène, quand on fait une crise, on a besoin d'inspirer énormément. Et dès qu'on arrive à Tenon, on nous envoie normalement un kiné respiratoire qui arrive avec
cette machine que je suis censée avoir constamment sur moi. Mais Dr Bayeux l'a jamais vue parce que je ne l'ai jamais sur moi. Et Philippe non plus ne l'a jamais vue parce que j'ai travaillé avec lui quelques années, mais je ne l'avais jamais sur moi non plus. Et donc, je ne vois pas le docteur Allais, qui m'a eu en pension complète pendant 6 mois. Elle n'a pas vu non plus, parce que je suis un peu désobéissante, si on peut dire ça. Donc, je n'avais jamais cet appareil sur moi. Mais il est vrai qu'en cas de crise ou même en cas d'AVC, il faut inspirer profondément pour que, pour que la douleur se tasse. Et dans le cadre de l'AVC, c'est très, très efficace. En fait, j'ai cherché toute ma vie de l'air. Voilà, il y en a qui cherchent fortune, toi tu vas chercher de l'air. Ouais. C'est une valeur sûre, effectivement. Je vais te laisser respirer justement 2 secondes. Ça fait du bien. Et pour reprendre la main, je voudrais dire que ce que nous dit Chantal rejoint tout à fait les recherches neurologiques les plus récentes. Erwan Devez est dans la salle, il nous en avait entretenu, il est neuroscientifique, on peut dire, il nous en avait déjà entretenu au cours d'une conférence précédente. La respiration permet de modifier le rythme cardiaque, ce qui paraît assez banal, mais la modification du rythme cardiaque permet également de régénérer des cellules cérébrales neuves, de modifier l'anatomie du cerveau. Ça serait bien d'avoir votre témoignage tout à l'heure, si vous êtes d'accord pour compléter ce que je dis avec des termes peut-être mieux choisis. Et donc, on s'aperçoit que la respiration permet au corps, je reviens au corps de tout à l'heure, la respiration permet au corps de commander, de prendre la main sur le cerveau. C'est quand même assez considérable. Voilà. Tu as pu reprendre un peu ton souffle? Oui, et donc je voulais rajouter que dans le cas de l'AVC, ça permet de régénérer les cellules nouvelles et de créer de nouveaux circuits. C'est comme si on prenait l'itinéraire bis du GPS. On va plus lentement, c'est vrai, mais on arrive à bon port. Voilà, donc c'est dit. Deuxième intelligence, et pas des moindres, l'intelligence contextuelle qu'on a aussi appelée la résilience. Le rabbin Bébé tout à l'heure nous disait que c'était aussi une manière de savoir rebondir, faisait partie effectivement des éléments clés de l'intelligence. Il y a 1000 manières de définir la résilience, on a tous notre propre définition. Quand j'en ai parlé à Chantal, alors le mot a fusé. Pour toi, la résilience? C'est la désobéissance. Voilà. C'est assez catégorique. Elle le dit avec beaucoup de jubilation, mais je pense que ça correspond à la fois au personnage. Et j'étais heureux d'entendre tout à l'heure le président Hachenbrois dire que finalement, la capacité aussi à désobéir, à dire non, était une faculté essentielle. Là, on est en plein dedans avec toi. Oui, monsieur, la désobéissance. Bon, alors raconte-nous, parce que ça mérite peut-être quand même une explication. Ah ben oui, mais il faut quand même cadrer les choses, hein. Les thérapeutes sont là pour nous inculquer la méthode. Certains sont dans la salle. Ben oui, c'est pour ça que j'ai intérêt à dire ça. Que la désobéissance, ça concerne surtout l'entourage. Parce que l'entourage est prompt à vouloir nous soulager, voire nous surprotéger. Or, pour moi, c'est valable uniquement pour moi. C'est dans l'effort, c'est dans les souffrances qu'on peut progresser. Moi, c'est ma méthode. Je vais au-delà de ce qui est possible pour progresser et tracer mon propre chemin. Maintenant, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais moi, je procède comme ça et j'obtiens des résultats. Alors, il y a plein d'exemples de désobéissance qui ont réussi dans ton livre. On ne peut pas toutes les citer. Tu n'as d'ailleurs pas toutes pu les mettre, tellement il y en avait dans ta vie. Il y en a une qui m'a particulièrement amusé, on va quand même la raconter, c'est cette histoire de déambulateur. Ah oui, en effet, avec l'ancien... Les thérapeutes qui sont dans la salle, vous êtes priés de fermer les oreilles, là, 2 minutes. Avec l'ancien kiné Peter, je commençais à bien progresser entre les barres parallèles. Et donc, il y avait dans la salle de kiné un déambulateur qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Et je lui ai demandé à passer au déambulateur. Il m'a dit non, que je voulais sauter les étapes.
Donc, un jour, en salle de kiné, il avait le dos tourné. Moi, j'avais fini ma séance et en partant, j'ai emprunté le déambulateur. Et donc, dans ma chambre, je m'amusais à essayer. Un mois plus tard, le voilà tout fier qui arrive avec un déambulateur à la main en me disant « Ah ben, on peut essayer le déambulateur. » Et moi, je le regarde toute souriante en lui disant « Est-ce qu'on essayait plutôt la marche au bâton ?» Il dit « Non, 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 non. On essaie d'abord le déambulateur. » Je dis « Ok. » Qu'est-ce qu'on a fait? Ah ben, ce qu'on a fait, on a essayé le déambulateur. Il n'en revenait pas. Et on est passé sur la marche avec le bâton. Voilà. Alors, il y a plein de moments savoureux comme ça dans ton livre que je vous laisserai découvrir. En tout cas, j'essaye de tirer à chaque fois quelques enseignements pour nous dirigeants. Ce que nous pouvons entendre à travers ce que nous dit Chantal de la désobéissance, qui est plutôt la révolte en fait, est une chose qui nous est sans doute utile également en tant que dirigeant résilient. Cela nous montre qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort. Nous ne sommes pas soumis au même type de traumatisme que ceux que Chantal a connus, mais dans notre vie de dirigeant, nous connaissons des traumatismes de l'emploi, des traumatismes quand nous perdons nos positions, quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaitions, comme nous le souhaitons. Je crois que nous sommes tous plus ou moins un peu concernés par ça à un moment ou à un autre de notre vie active, et on s'aperçoit, c'est peut-être en déplaçant les lignes, en sortant du cadre, en sortant de la zone de confort, en nous réinventant, que nous pouvons nous en sortir. Voilà. Merci Chantal de nous le rappeler. Et ça nous amène tout doucement vers la troisième forme d'intelligence que tu souhaitais aborder et traiter, qui est l'intelligence spirituelle. Ah, enfin, les vraies choses commencent. Bon. Alors, c'est vrai que pour Chantal, l'intelligence spirituelle, c'est particulièrement important, vous le verrez. Elle pourrait nous en parler pendant toute la nuit. Chez elle, l'intelligence spirituelle, c'est avant tout l'intelligence de la foi chrétienne, de la foi catholique, pour être très précis. On ne va pas la lancer là-dessus parce que nous sommes ici dans une assemblée qui est censée être neutre. Et donc, on a essayé de réfléchir à la manière dont on pouvait aborder cette question avec un angle qui, bien sûr, a un fondement religieux, mais qui peut-être aussi a une portée universelle. Et cet angle, ça va vous surprendre, c'est l'abandon, la notion d'abandon. Chantal, tu vas nous dire ce que tu entends par abandon, mais pour qu'on comprenne ton cheminement, comme je te l'avais promis au début, il faut revenir à ce qui s'est passé pendant ta première opération, à savoir ton petit voyage. Oui, lors de l'opération du 7 juin 2017, je me suis retrouvée devant la cour céleste et devant moi, il y avait plein d'êtres de lumière. Et puis là, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a demandé de revenir sur terre pour parfaire mon âme et aider les malades, les affligés, les démunis. Et voilà, je suis revenue, malheureusement. Malheureusement, nous, on ne dit pas ça, mais bon. Tu précises tout ça, bien sûr, dans le livre, avec... alors d'abord, c'est un passage très, très émouvant du livre, vous vous en doutez bien, mais tu le précises aussi avec beaucoup de prudence, parce que tu ne veux pas accaparer le terme consacré. Le terme consacré, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le terme d'expérience de mort imminente, que connaissent finalement beaucoup de gens dans le monde. Il y a presque 20 millions de relations assez précises de ce type de mort imminente, qui ont toutes des choses en commun. D'ailleurs, c'est quand même curieux, parce que les gens pourraient raconter des histoires très très différentes les unes des autres. Elles ont toutes la même caractéristique, elles ont toutes les mêmes caractéristiques, ce voyage vers une cour céleste, la lumière, la paix, la sensation d'amour, l'absence totale de douleur. Donc tout ça, tu l'as vécu. Tu ne demandes pas aux gens de te croire, tu témoignes simplement d'une expérience que tu as vécue. Ce qui est important, on croit ou on ne croit pas à cela, ce qui est important, c'est que ça, en tout cas, totalement modifié, Jeanne Chantal, je vais faire attention, ça a totalement modifié tes priorités et ta façon d'être. Et c'est là que tu parles d'abandon. Oui. C'est quoi l'abandon, donc, pour toi? Ah bon. Pour moi, l'abandon, c'est cette faculté de se mettre en prière et dans le recueillement, de se confier au Seigneur ou de s'abandonner totalement dans ses bras
comme un enfant dans les bras de sa mère, non pas dans le renoncement de son propre combat, mais dans une confiance et un amour absolu. Je trouve que cette notion que j'ai éprouvée lors de mon petit voyage et avec ce que j'ai vu et qui écrase tout est extrêmement enrichissante. C'est d'ailleurs, au-delà même de l'aspect très mystique de cette expérience, c'est pour toi devenu aujourd'hui une philosophie de vie. Tu as adopté de nouveaux principes. Oui, cela nous remet à notre juste place. Cela en ce sens que cela nous ramène à l'humilité en fait, qui nous manque tant. Il faut savoir lâcher prise. On n'est pas seul. Il faut savoir compter sur les autres. Et ce que j'ai éprouvé est tellement grand, tellement énorme, et nous tellement petits que maintenant, je fais attention. Il faut être humble, parce que ce que j'ai vu, c'est majestueux. C'est tellement majestueux qu'on ne peut pas se permettre d'être autant ou de prendre les autres pour, je ne veux pas dire de gros mots, mais chacun sait ce que je veux dire. C'est une leçon pour nous les dirigeants. Hein. Il est évident que là, si j'essaye toujours de faire cette transposition entre les deux mondes, celui de Chantal et le nôtre, c'est ce fameux lâcher-prise dont on parle souvent en management. Il est là, c'est-à-dire la capacité à faire confiance. Jacques Aschenbroich nous l'a dit tout à l'heure, à peu près dans les mots similaires, la capacité de faire confiance aux autres, de les rendre responsables, de ne pas toujours vouloir tout contrôler. Là, toi, tu es passé complètement philosophiquement à cette étape-là. Il y a même un mot chez les croyants, c'est la kénose, c'est le dépouillement total. Et je ne sais plus comment il s'appelle, le lieutenant-colonel qui a pris la place d'un père de famille pour se faire tuer. Là, c'est la kénose totale. Il a donné sa vie. Voilà, il a donné sa vie pour quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment la kénose à son maximum. Alors Chantal, toujours au chapitre de l'intelligence spirituelle, il y avait un deuxième mot qui t'a porté, et tu as souhaité qu'on termine là-dessus, c'est l'humour. Et l'humour est bien une marque, quand on y réfléchit, d'intelligence spirituelle. D'ailleurs, ne dit-on pas de quelqu'un qui en a, qu'il a de l'esprit. Donc, le rire, c'est important dans le rétablissement du malade? Je ne dirais pas le rire, je dirais plutôt la légèreté. Le rire, c'est un peu ambigu, mais si tu veux, on peut partir sur le rire. Non, tu fais comme tu veux, moi je pose des questions. Non, mais tu demandes le rire. Mais je parlais du rire. Les premiers temps, on ne rit pas. Quand on vous annonce que vous n'allez pas marcher avant un certain temps et que au lieu de rentrer chez vous, vous allez dans un centre de rééducation, vous voyez votre famille qui a la mine défaite et c'est à vous de les rassurer. Là, on rit jaune. C'est le rire grinçant. Les thérapeutes connaissent bien ce rire, d'ailleurs, ils savent en général. Ouais, donc moi je le classe dans le rire jaune, le rire grinçant. Et petit à petit, même on met beaucoup de temps à avoir le rire de détachement. Et le rire de détachement, il arrive lorsque, au bout de quelques temps, vous arrivez à vous lever de votre fauteuil et à tenir 3 secondes debout. Là, c'est le rire de détachement, mais on met un peu de temps à l'avoir. Hein? Ah oui. Et ensuite, on a peut-être le rire libérateur. Là, je peux dire que c'est le rire léger. Parce que là, on est passé entre les barres parallèles. Maintenant, on chante des exercices comme on veut. Donc, on est sur le chemin de la guérison. Ça, c'est le rire léger. Et celui-là, il est très, très important. Ça veut dire qu'on est en cours de guérison. Et aujourd'hui, considères-tu que tu es guéri? Moi, aujourd'hui, je suis guéri, oui, parce que j'ai un espoir adapté. Merci, Grand Corps Malade. Oui, vous connaissez la chanson, je suppose. Cet espoir adapté. Mais je ne suis pas rétablie. Oui,
Mais tu es guéri, mais pas rétabli, c'est Oui. ça que tu veux dire. C'est ça. Cet espoir adapté, c'est quoi? Ben, j'ai des projets, c'est-à-dire, je viens de créer mon fonds de dotation, la Maison des bien-aimés par référence à l'évangéliste Saint Jean, qui dit toujours dans ses lettres bien-aimé pour m'occuper des autres drépanocytaires. Et puis, on peut toujours rêver, pourquoi pas travailler un jour, retravailler un jour. Voilà. Merci Chantal pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. Tu nous as tour à tour amené, je résume en 2 mots, à savoir lire les signaux faibles de notre corps, et on a vu que c'était extrêmement important, à utiliser à bon escient notre respiration, à savoir désobéir, entendons à nous révolter, à savoir nous abandonner, entendons à faire confiance, à savoir enfin rire ou sourire de nous pour atteindre cette légèreté dont tu parles, qui permet de s'envoler. J'ajouterai, mais ceci n'engage que moi, que c'est souvent dans les épreuves que nous trouvons les ressources pour déployer nos intelligences multiples. Et de ce point de vue, contrairement à ce que tu disais au début, tu n'es certainement pas la moins intelligente de nous tous. Merci. Bravo. Merci.